Bienvenue sur Visiolophie, la chaîne où les idées deviennent des chemins intérieurs, où la pensée de Carl Jung n'est pas juste une théorie, mais un miroir tendu à nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers psychique intense, fascinant et parfois inconfortable, celui des 6 types de personnes dangereuses selon Carl Jung. Il ne s'agit pas de méchants de films ou de figures extrêmes. Il s'agit de personnes ordinaires, parfois très proches, parfois nous-mêmes, qui, sans même le savoir, déversent autour d'elles une charge toxique. Car Jung le savait, le danger ne vient pas toujours de l'autre, il vient de ce que l'autre refuse de voir en lui. Premier, le manipulateur inconscient. Ce n'est pas la noirceur qui rend cette personne dangereuse, c'est son aveuglement. Elle ne sait pas qu'elle manipule. Elle projette, elle se raconte qu'elle agit pour le bien, qu'elle veut éduquer, aider, sauver. Mais en réalité, elle utilise l'autre comme écran de ses blessures non résolues. Le manipulateur inconscient ne planifie pas sa manipulation. Il ne tire pas les ficelles avec calcul, comme un stratège de l'ombre. Ce qui rend son influence si subtile et dangereuse, c'est justement sa conviction sincère d'agir pour le bien. C'est un parent qui veut protéger son enfant, mais l'enferme dans une cage de peurs héritées. C'est un ami qui croit vous guider, mais qui projette ses propres échecs sur vos décisions. C'est un amoureux qui vous dit « je fais ça pour nous », alors qu'il répète des schémas de contrôle issus de blessures anciennes. Dans la perspective jungienne, ces comportements ne sont pas forcément conscients. Ce sont des mécanismes de défense issus d'un inconscient non intégré. Ce manipulateur agit ainsi non pas par malveillance, mais parce qu'il a refusé de rencontrer son ombre, c'est-à-dire cette part de lui-même qu'il juge inacceptable et qu'il préfère voir chez l'autre. Le manipulateur inconscient vous regarde et vous parle de lui-même sans le savoir. Et si vous restez trop longtemps dans cette dynamique, un phénomène pernicieux se produit. Vous commencez à douter de votre réalité. Vous vous ajustez, vous vous excusez d'émotions que vous n'avez pas choisies. Vous devenez un miroir pour son inconscient et vous vous éloignez de vous-même. Jung nous dirait « Ne t'assois pas à la table de celui qui veut te guérir avant d'avoir guéri son propre regard. » 2. Le porteur de persona. Lui, c'est le champion de la surface. Toujours poli, toujours présentable. Il joue son rôle à la perfection. Même dans l'intimité, même dans les moments de crise, il porte le masque social. Et sous ce masque, le vide, la peur de ne pas être aimé, la terreur d'être vu tel qu'il est vraiment. Ce type d'individu est particulièrement présent dans les milieux professionnels, institutionnels, religieux ou médiatiques. Il a compris très tôt que pour survivre, il fallait jouer un rôle. Ce rôle devient sa deuxième peau. Il sait quand sourire, quand être d'accord, quand pleurer même, avec mesure. Il parle en slogan, en citation. Il vit dans le regard de l'autre. Mais vivre avec un porteur de persona, c'est comme embrasser une vitre. Il n'y a pas de chaleur derrière. Et ce manque, insidieux, devient une forme de souffrance chronique. Vous commencez à douter de vos propres émotions. Vous vous conformez pour ne pas faire de vagues. Et vous finissez par croire que vous aussi, vous devez porter un masque pour être accepté. Or, pour Jung, la persona n'est pas une erreur. Elle est nécessaire à la vie sociale. Mais elle doit être souple, ajustée et surtout distinguée du soi authentique. Le danger vient quand la persona devient une prison intérieure, quand vous ne savez plus où finit le masque et où commence votre visage. Et alors, toute relation devient fausse. La communication devient théâtrale. L'amour devient représentation. Le porteur de persona vous entraîne dans un bal de fantômes élégants, mais froids. Si vous ressentez ce froid, ce décalage, écoutez-le. Il est le signal que quelque chose sonne faux et que vous avez le droit de chercher la vérité derrière le masque. 3e, le porteur de l'ombre refoulée. Il y a des personnes dont la maîtrise de soi est presque inquiétante. Elles semblent toujours calmes, raisonnables, impeccablement contrôlées. Et c'est précisément ce contrôle qui constitue leur danger. Car derrière cette façade parfaite se cache souvent une ombre refoulée, un océan de désirs, d'émotions,
de colère non exprimée. Jung appelait cela l'ombre. Le porteur de l'ombre refoulée vit dans un monde intérieur étroit où toute impulsion doit être domptée. Il ne s'autorise ni à crier, ni à pleurer, ni à désirer trop fort. Mais le psychisme humain ne se laisse pas domestiquer indéfiniment. L'énergie qu'il ne veut pas regarder s'accumule, comprimée, comme de la vapeur dans une cocotte minute. Et un jour, la cocotte explose. Pas toujours par la parole, parfois par le corps, burn-out, maladie psychosomatique, accident absurde, parfois par des accès de violence qu'il ne comprend pas lui-même. L'excès inverse de sa rigueur. Des mois, des années de contrôle qui volent en éclats. Et vous, si vous êtes proche, vous encaissez. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous devenez la cible d'une colère qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas une question de mauvaise intention. C'est une question de manque d'intégration. Jung insistait. Ce que nous refusons de voir en nous finit toujours par se manifester à l'extérieur. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle est puissante. Elle est une énergie brute. Si on la regarde, si on l'apprivoise, elle devient créativité, désir, force. Mais si on la nie, elle devient toxique. Vivre avec un porteur d'ombre refoulé, c'est vivre sur une faille sismique. Vous ne savez pas quand viendra le tremblement de terre, mais il viendra. Quatrième, le contrôleur moral. Parfois, la morale peut cacher une violence sourde. Derrière les discours sur la vertu, la justice ou la vérité se cache parfois une pulsion de contrôle. Le contrôleur moral vous observe, vous jauge, vous corrige. Il semble animé par de nobles intentions, mais ses jugements sont souvent rigides, tranchants, culpabilisants. Ce n'est pas la sagesse qui parle en lui, c'est la peur et le déni de ses propres désirs. Ce type de personne projette sur le monde ses propres contradictions non résolues. Au lieu d'explorer ce qui est sombre ou interdit en lui, il en fait le procès chez les autres. Il combat le mal, mais ce mal est souvent la projection de son propre inconscient. Jung disait que la morale excessive est parfois un masque qui dissimule une ombre terrifiante. Vivre avec un contrôleur moral, c'est vivre sous une lumière trop vive. Rien n'échappe au jugement. Chaque choix devient suspect. La spontanéité se meurt. La joie devient rare. Et surtout, vous commencez à douter de votre bonté, à croire que vos désirs sont honteux, vos émotions suspectes. Mais ce que le contrôleur moral redoute le plus, c'est sa propre liberté. Il préfère vivre dans une structure rigide, parce qu'il a peur du chaos en lui. Il se dit gardien de la lumière, mais en vérité, il fuit sa propre nuit. Se libérer de son influence, ce n'est pas devenir immoral, c'est réapprendre à faire confiance à sa boussole intérieure. C'est distinguer le jugement venu d'un amour exigeant de celui qui vient d'un cœur fermé. Cinquième, la personne dominée par ses complexes. C'est une personne qui peut être bouleversante, attendrissante, mais aussi dévastatrice. Elle porte en elle des traumatismes profonds, souvent anciens, parfois oubliés. Ces blessures sont devenues des complexes, des noyaux émotionnels autonomes qui prennent le contrôle d'elle sans prévenir. Quand un complexe se déclenche, la personne change. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Elle peut devenir excessive, injuste, incohérente. Et une fois la crise passée, elle ne comprend même pas ce qu'il s'est passé. Elle regrette, elle pleure, elle promet. Puis le cycle recommence. Vivre auprès de cette personne, c'est naviguer sans carte ni boussole. Un jour, elle est tendre et présente. Le lendemain, elle est froide ou accusatrice. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Et pourtant, vous ressentez une forme de responsabilité, d'attachement. Vous espérez que votre amour la guérira. Mais l'amour ne suffit pas, car ce qu'elle doit affronter, c'est un monde intérieur fracturé. Jung insistait, le complexe n'est pas une faiblesse, mais une partie autonome de la psyché qui demande à être reconnue, intégrée, soignée. Le danger n'est pas le complexe en soi, mais le refus de le voir. Tant que la personne nie qu'elle est prise dans une dynamique inconsciente, elle reste dangereuse pour elle-même et pour les autres. Et tant que vous jouez le rôle du sauveur, vous devenez vous-même l'otage de cette instabilité.
6. Le vampire psychique. Ce dernier est peut-être le plus subtil. Il ne crie pas, ne frappe pas, ne vous insulte pas. Il se plaint, il s'accroche, il attend, il absorbe. Il veut votre attention, votre énergie, votre écoute, tout le temps. Et vous donne très peu en retour. Le vampire psychique ne vous vide pas d'un coup. Il vous érode, lentement. Vous sortez de vos échanges avec lui fatigué, lourd, vidé. Il vous appelle souvent. Il vous parle de ses problèmes, mais n'écoute jamais les vôtres. Il ne fait jamais silence. Et si vous vous éloignez, il vous accuse d'abandon, d'égoïsme. Avec le temps, vous devenez une extension de lui. Vous perdez votre centre. Vous vous oubliez. Vous vous dites « Mais je n'ai pas le droit de le laisser. Il n'a que moi. » Et cette pensée, à force d'être répétée, devient une prison intérieure. Mais Jung le rappelait. Toute relation est un échange d'énergie. Si cet échange devient unilatéral, il n'y a plus relation. Il y a servitude. Le vampire psychique ne se nourrit pas de votre amour, mais de votre insécurité. Il s'installe dans vos failles, dans votre besoin de plaire, dans votre peur de décevoir. Pour s'en libérer, il faut une chose. Retrouver la clarté intérieure, se recentrer, apprendre à dire non. Non pas avec violence, mais avec fermeté, avec amour de soi. Carl Jung nous a légué bien plus que des concepts. Il nous a offert une boussole pour naviguer à travers les zones d'ombre de nos relations. Les 6 types de personnes dangereuses que nous avons explorés ne sont pas des monstres. Ce sont des miroirs, des avertissements, des appels à la conscience. Et peut-être, parfois, ces figures vivent aussi en nous. Peut-être avons-nous été, sans le savoir, manipulateurs inconscients, porteurs de masques ou vampires affectifs. C'est cela que Jung voulait nous montrer. Le danger commence quand nous cessons de nous regarder en face. Mais la bonne nouvelle, c'est que la conscience transforme. Chaque prise de conscience est une lumière dans le labyrinthe. Chaque choix d'honnêteté, un pas vers l'authenticité. Et chaque lien nourri d'amour et de lucidité est une alchimie. Alors souvenez-vous, vous avez le droit d'être entier, de poser vos limites, d'écouter votre intuition, de chercher la vérité, même inconfortable. Car c'est ainsi que vous devenez un espace sûr, pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Merci d'avoir écouté cet épisode de Visiolophie. Si ce voyage intérieur vous a touché, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, poursuivez votre propre exploration. L'inconscient n'attend que vous. À bientôt pour une nouvelle traversée au cœur de la psyché humaine.